sont vos grands-parents? Qu'ont-ils vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Dans quel lieu? Et que vous ont-ils transmis? Bienvenue à Passé recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retracera le destin des grands-parents d'un invité. D'où ils viennent, ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu, mais aussi les secrets, les mystères, les inconnus de ces personnes qui sont à la fois proches et lointaines. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Pour le premier épisode, j'ai demandé à Suzy, une jeune femme polyglotte et récemment naturalisée, de raconter l'histoire de ses grands-parents maternels, Paul et Rosa. Au travers de ce récit, nous allons découvrir un fragment de l'histoire des Russes allemands. Nous parlerons de déracinement, d'identité, de culture et de transmission. Je vais donc raconter l'histoire de mes grands-parents maternels. Mon grand-père qui s'appelle Paul et ma grand-mère qui s'appelle Rosa. Donc les deux sont du même origine, d'une population qui s'appelle les Allemands russes. Donc des gens d'ancêtres allemands en fait, mais qui ont vécu dans l'Est. Et ça donc parce que c'était sous Catherine II, l'impératrice allemande en Russie en fait, que beaucoup de paysans à l'époque ont été attirés dans ces pays-là. Et c'était aussi les ancêtres de Paul qui sont venus comme ça dans l'Est. Donc Paul est d'origine allemande, né en 1937 à Sebastiansfeld, ce qui se trouve dans la région d'Odessa, donc aujourd'hui l'Ukraine. Ses ancêtres sont des Allemands qui sont venus de la région à l'époque Alsace-Lorraine, vers la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. C'est pour ça aussi que à la maison, il avait petit parlé un dialecte de cette région-là. Donc quelque chose qui ressemble un peu à l'alsacien d'aujourd'hui, mais qui n'existe plus vraiment parce que c'est uniquement chez ces gens-là que cette langue ou ce dialecte est parlé. Donc c'est en tant qu'Allemand russe que ses ancêtres ont vécu et grandi vers cette région-là, donc autour de pas loin de la Volga, et que Paul est né dans ce contexte-là. Ses parents étaient des paysans qui vivaient en fait de quelques cultures de la terre, de quelques animaux, par contre ils ont été expropriés en fait dans les années 20 quand les expropriations massives ont commencé après la révolution bolchevique en fait. Donc comme ça ils ont perdu quasiment tout ce qu'ils possédaient et ont enduré en fait un environnement où des famines s'enchaînaient en fait de plus en plus. Et quand Paul naît en 37, c'était déjà l'ambiance un peu avant la guerre. Les Allemands russes étaient une cible de manière générale déjà par Staline avant en fait la montée de l'Allemagne nazie. Il a même commencé à tenir une liste secrète où il répertoriait tous les noms des Allemands russes parce qu'il a déjà planifié en fait derrière des coulisses des déportations de ces gens-là qui étaient perçus un peu comme un danger. Donc c'est un peu dans ce contexte que Paul a grandi. Quand il a 4 ans seulement, en 41, c'est le moment où les Allemands nazis envahissent du coup l'Union soviétique et qu'ils reprennent en gros la partie de la population allemande qui étaient des marionnettes des pouvoirs soviétiques et allemandes. Donc c'est les Allemands qui les ont ramenés ou déportés, on peut dire, en Allemagne en 41. Donc Paul, son frère Nikolaus et sa mère étaient forcés de marcher à pied de l'endroit où ils vivaient, donc à Sebastiansfeld, jusqu'en Allemagne.
Donc un chemin très dur où beaucoup de gens sont morts, évidemment, à marcher à pied, à traverser toute l'Europe entière, pendant que leur père a été envoyé sur le front, ce qui se faisait aussi beaucoup à l'époque pour beaucoup d'hommes des Allemands russes, en chair à canon, ou alors en travailleurs dans des camps de travail forcé. Donc leur père est mort comme ça, peu après, début des années 40. Je suis pas sûre exactement qui les a exactement envoyés, si c'était plus les Russes ou les Allemands. Après un chemin très très dur à pied, depuis Odessa jusqu'en Allemagne, la Lüneburger Heide, ce qui se trouve aujourd'hui dans le land de Nordrhein-Westfalen, donc à l'ouest de l'Allemagne. Paul a même perdu un petit frère, il me semble, ou un grand frère, celui du milieu. Sa famille, donc sa mère, lui et Nikolaus, sont logés dans une famille allemande où Paul et Nikolaus vont à l'école, où ils apprennent aussi l'allemand correct, donc hors leur dialecte de maison. Et leur mère travaille sur la propriété, en fait, donc à s'occuper des animaux des Allemands, des cultures, travailler un peu dur. Elle a aussi gagné un peu d'argent comme ça. Donc pendant des années de guerre, ils ont vécu dans ce contexte-là, même si c'était évidemment un temps de guerre, donc dur et aussi assez effrayant. Il semble que Nikolaus, par exemple, le grand frère de Paul, il n'a pas parlé jusqu'à ses 6 ans, parce qu'il était tellement traumatisé en fait par la guerre. Et c'est quelques années plus tard, vers la fin de la guerre, que les soviétiques débarquent en Allemagne et voulaient ramener les Allemands russes à l'est pour officiellement les rapatrier dans leur village d'origine, mais on soupçonnait déjà que ça allait pas être si simple que ça. C'est quand Paul a environ 8 ans qu'on les a déportés réellement en Sibérie d'abord. Donc comme beaucoup d'autres Allemands russes, en fait, ils ont été envoyés dans des conditions vraiment terribles, dans des bétaillers sans fenêtres, sans rien, juste un petit seau pour faire les besoins pendant plusieurs mois, à faire le chemin inverse à nouveau, donc depuis l'Allemagne vers la Russie, donc encore plus loin, vers la Sibérie, dans un endroit où encore à l'époque il y avait rien. Donc sur ces chemins-là, évidemment aussi dans des conditions comme ça, beaucoup de gens sont morts. Ces bétaillers se sont arrêtés de temps en temps pour jeter les cadavres des personnes décédées sur le chemin. Et après quelques mois, mon grand-père Paul Nikolaus et sa mère sont arrivés vivants en Sibérie, dans un endroit où il y avait rien. On leur a dit si vous voulez survivre, construisez-vous des villages, des endroits. C'est ce qu'ils ont fait en fait. Donc il y avait beaucoup de femmes qui ont commencé à aller dans la forêt pour récupérer du bois, pour un peu construire des abris en fait dans un hiver glacial, tout ça, et ce qui a apparemment aidé à Paul et sa famille de survivre dans ces conditions-là, c'était que mon grand-père était assez curieux à aller souvent dans la forêt pour chercher des comestibles, des plantes, des champignons à rajouter à la nourriture, et que aussi avec l'argent que sa mère avait gagné en Allemagne en travaillant chez les Allemands, ils ont pu acheter une petite chèvre qui leur a plus ou moins sauvé la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que mon grand-père, plus tard, il voulait toujours avoir une petite chèvre, parce que j'imagine que ça l'a rappelé en fait sa survie, parce que avec le lait de chèvre, les enfants ont pu survivre, ou alors ça a été troqué contre du pain, tout ça. Donc il passe peut-être 1 an, peut-être plus, peut-être moins, je suis pas tellement sûre. Après ce temps en Sibérie, ils ont été déportés au Kazakhstan. Là, c'était les soviétiques qui ont rapatrié à nouveau donc les Allemands russes de ces endroits-là, dans des endroits comme le Kazakhstan, donc notamment Karaganda, un centre énorme de travail forcé, mais aussi dans d'autres régions comme le Ouzbékistan, Tadjikistan,
voilà, quelques endroits un peu définis en Union soviétique, pour notamment travailler en travail forcé dans des mines d'extraction de charbon, de minéraux et aussi de uranium. Et c'est comme ça que mon grand-père a atterri au Kazakhstan. Donc c'est à Karaganda qu'il grandit à partir de ses environ 10 ans, où il va à l'école pendant que sa mère travaille et que la plupart des Allemands russes sont logés dans des endroits qui s'appellent baraques, où des personnes vivent ensemble à 15 ou 20 dans des petites salles, et là-bas, c'était vraiment des conditions d'une prison à l'air libre. On a envoyé beaucoup de gens là-bas, donc pas uniquement les Allemands russes, mais aussi d'autres populations considérées comme dangereux pour les Soviétiques. Donc ça a aussi créé un environnement très interculturel. Il y avait des Juifs, des Allemands détenus, donc des soldats prisonniers de guerre. Après, des Tartares, des Tchétchènes, des Kazakhs eux-mêmes qui vivaient là-bas, donc vraiment un melting pot de cultures, de langues, de nationalités, de nations différentes. Voilà, plus de 40 nations ont vécu ensemble à Karaganda, et c'est là où Paul va à l'école, où il étudie très bien, dans les conditions possibles, et aussi Nicolas, son grand frère, la mère, elle a veillé à le garder aussi longtemps que possible à l'école pour ne pas qu'il soit envoyé ni dans un centre de travail forcé, ni dans l'armée, voilà. Par rapport à la langue, à la maison, ça parle toujours le dialecte, mais à l'école et d'une manière générale, au Kazakhstan aussi, la langue officielle dans l'Union soviétique, c'était le russe, donc là, tout est russophone. Paul étudie bien à l'école et son rêve, c'est de devenir éventuellement avocat, mais en tout cas faire des études de droit. Et quand il veut s'inscrire à l'université, on lui dit que ça serait éventuellement possible à condition qu'il change de nationalité. Parce que quand même le fait d'avoir cette nationalité allemande, ça posait souvent des problèmes parce que même après la guerre, tous les Allemands russes étaient considérés comme des fascistes, voilà, toujours un peu des traîtres quelque part de la nation. Donc mon grand-père veut faire les études, mais il veut pas changer de nationalité. Peut-être aussi par fierté par rapport à ça, mais aussi parce que il s'est dit que de toute façon, même s'il changeait de nationalité, ça va lui faciliter peut-être maintenant l'entrée à l'université, mais plus tard, cette question va revenir et lui poser des obstacles. Donc il garde la nationalité allemande, mais peut pas étudier le droit. Ce qui fait ensuite se former à la comptabilité, à des travaux aussi un peu plus manuels de mécanique, pour travailler ensuite aussi dans les mines d'extraction, mais pas en tant qu'ouvrier, mais plus dans la maintenance. Il a fait de la maintenance pour les ascenseurs, je crois, des ouvriers, à veiller à ce que les cordes ne se cassent pas des gens qui entrent dans les mines. Et pendant plusieurs années, il travaille dans les mines. Je fais peut-être à partir de là un petit saut vers ma grand-mère, parce que c'est juste un peu avant ça qu'il va la rencontrer. Alors ma grand-mère Rosa, elle est aussi d'origine allemande-russe, de la région Alsace-Lorraine. Les parents de Rosa étaient aussi des paysans qui ont été expropriés dans les années 30 et considérés comme kulaki. Et ensuite, en 34, ils ont été déportés vers la Sibérie. La mère de Rosa avait déjà le soupçon que ça allait être très très dur en Sibérie. Donc, ce qu'elle a fait, c'est de parler à un douanier là-bas, à lui dire qu'elle a entendu parler d'Allemands russes justement qui sont installés au Kazakhstan. Et qu'elle souhaitait les rejoindre si c'est possible, et elle a supplié en fait de pouvoir directement aller au Kazakhstan. Et contre ses ordres, il a fait ça, et il a facilité
à ce que la mère de Rosa et les enfants aillent directement au Kazakhstan. Et c'est pour ça que ma grand-mère est née là-bas et pas ailleurs. Alors même avant la guerre, c'était des conditions un peu incertaines pour les Allemands russes au Kazakhstan. Là, par exemple, une histoire assez incroyable aujourd'hui que ma grand-mère m'a racontée, c'est que quand elle était petite, il y avait une infirmière russe qui est passée dans leur village, en fait, au Kazakhstan, pour soi-disant vacciner les enfants d'un certain âge. C'était vraiment juste par rapport à des bébés nés dans une certaine période, et dont aussi ses deux frères, Marcos et Lucas. Donc cette infirmière passait pour les vacciner, mais en effet, tous les bébés qui ont été vaccinés sont morts après. Donc en gros, c'était l'extermination déjà de toute une génération d'Allemands russes. Donc la famille de Rosa vit à Kostanay, au Kazakhstan, où elle est née, donc Rosa, dans l'année 1940. Et c'est un an après, donc elle a à peine 2 ans, vers 41, probablement au moment où les Allemands viennent en URSS, on a envoyé le père de Rose dans un goulag. Et la seule chose qu'il a pu faire en fait à ce moment-là, mon arrière-grand-père, c'était d'envoyer, après son envoi au goulag, une lettre à sa femme où il lui dit qu'il l'aimait et où il le demande de bien élever les enfants parce que il allait sûrement jamais revenir de ce goulag, ce qui s'avérait vrai. Donc ma grand-mère ne se souvient pas vraiment de son père parce qu'elle était trop petite quand il est mort dans ce goulag. Rosa, elle passe une enfance pas facile, évidemment, dans les temps de guerre où ils ont à peine à manger, à se vêtir. Mais elle a, de manière générale, beaucoup été protégée par son grand frère Joseph, donc son seul frère qui restait, ce qui lui a permis de bien étudier quand même à l'école, ce qui était très important, et aussi son frère, il insistait à ce qu'elle étudie bien pour avoir des perspectives plus tard. Mais l'environnement, de manière générale, était quand même un peu dangereux parce que c'était des prisonniers de tout horizon qui se retrouvaient au Kazakhstan dans ces endroits-là. Donc il y avait aussi des vrais criminels, entre autres, qui se trouvaient parmi les Allemands russes et toute autre personne qui vivait là-bas. Donc c'est quand même grâce aussi à la protection de son grand frère que Rosa arrive à bien étudier à l'école, à marcher 5 kilomètres par jour, aller simple à l'école, et ça aussi dans la neige profonde, dans l'hiver kazakh assez dur. Mais voilà, elle fait des bonnes études et va aussi se former à la comptabilité. Et c'est lors de ses études, en fait, à distance, qu'elle va faire un petit déplacement, un voyage vers Karaganda, parce que c'est une partie lointaine de sa famille qui est installée là-bas, qu'elle va rencontrer mon grand-père Paul. Donc c'est comme ça que les deux se rencontrent et se marient au début de la vingtaine, dans l'année 62. Donc Paul et Rose travaillent à Karaganda parce que ma grand-mère l'a rejoint là-bas et commencent à se construire un tout petit peu une vie ensemble. C'est à cette époque-là déjà un peu plus souple. Dans les années 50, il y avait donc cette amnistie qui a un peu soulagé les conditions des Allemands russes en Union soviétique. Et que petit à petit on avait un peu plus de liberté, donc c'était plus uniquement des logements communs, le travail forcé, tout ça, mais là comme mes grands-parents ils ont pu aussi se construire une petite maison, avoir quelques animaux, des poules, des cochons, cultiver un peu de choses, des plantes pour la propre consommation, parce que ça c'était permis de cultiver dans la limite de ses propres besoins. De manière générale, ils ont travaillé énormément, donc soit dans leur propriété, dans leur maison et leur culture, mais aussi dans leur métier respectif. Ma grand-mère donc dans la comptabilité et mon grand-père dans les mines.
Et c'est en 63 que mon oncle Nicolas naît, et plus tard, quelques années, en 69, ma mère Irène. Même si le contexte était plus léger déjà, qu'on pouvait se permettre même parfois des petits voyages, si justement on a travaillé dur à se permettre un petit salaire pour partir en voyage. Qu'il y avait quand même pas tout à fait une liberté totale, donc par rapport à vivre sa religion, et la famille de mes grands-parents, ils étaient catholiques. C'était pas possible en fait de vivre cette religion ouvertement, de faire des voyages où on veut, parce qu'à chaque fois qu'on voulait se déplacer, il fallait quand même demander un visa, seulement quelques destinations étaient possibles. Tout était très très régulé en fait. Et que de manière générale, vu que au Kazakhstan, dans ces endroits-là, toutes ces cultures consistaient quasiment que en minorité, en gens qui ont justement envoyé là-bas parce que à un moment donné, c'était des gens considérés dangereux pour le régime communiste et tout ça, qu'il y avait quand même toujours un climat de tension. Parce que les uns étaient les boucs émissaires de l'autre et ça changeait de temps en temps. Donc de toute façon, très peu de personnes étaient vraiment à la maison là-bas. C'était la patrie de très peu de personnes. Et aussi au niveau de la culture, c'était l'Union soviétique, dont la langue russe, mais une question identitaire était dure à identifier. Donc à partir des années 80, où la politique s'est un peu assouplie, et que on entendait parler des Allemands russes qui commençaient à demander la migration en Allemagne, c'est là où aussi ma famille maternelle s'est tout de suite mise sur cette question-là et a considéré une migration en Allemagne à la soi-disant patrie, alors que ma grand-mère, par exemple, n'a jamais vécu dans ce pays-là avant. Et c'est dans les années 80 que ma grand-mère grâce à l'aide de son cousin et aussi à la Croix-Rouge, qui était assez active dans ce domaine, qu'elle va faire la demande pour toute la famille de migrer en Allemagne. Et ça prend quelques années. Ma famille a eu la permission de venir en Allemagne et s'installer là-bas dans les années 89. Or, à ce moment-là, donc quand ils ont la permission après toute une histoire dure et une attente aussi conséquente, ma mère a rencontré mon père Alexander et il se posait alors pour elle cette question: est-ce qu'elle va partir avec ses parents en Allemagne pour un futur sans doute meilleur, mais dans ce cas-là, elle devrait éventuellement plus jamais revoir mon père, parce que c'était pas sûr s'il pourrait les rejoindre après. Donc elle décide de rester au Kazakhstan avec mon père et refait une demande de migration en Allemagne commune avec mon père, pendant que mes grands-parents, Paul et Rosa, sont déjà partis en Bavière. Il y avait quelques villes en Allemagne à cette époque-là qui accueillaient ces gens, donc les rapatriés tardifs, on les appelle entre autres, donc tous ces Allemands russes qui rentrent en Allemagne. Voilà, donc c'était notamment entre 85 et 92 qu'il y avait des vagues assez conséquentes de ces Allemands russes qui sont revenus dans la patrie allemande, même si la plupart d'entre eux ne connaissaient ni la langue, ni très bien la culture allemande, et il fallait vraiment s'intégrer dans ça. Donc la demande de ma mère et mon père de venir en Allemagne a été approuvée 2 ans après celui de mes grands-parents, donc ils sont venus en Allemagne en 90. Aussi en Bavière, dans la même région où mes grands-parents vivaient à l'époque. Ils ont à nouveau dû repartir de zéro. On avait le droit de ramener très peu d'affaires, et notamment presque pas d'argent. Donc c'est comme ça qu'ils ont laissé toutes leurs possessions en fait en Union soviétique, qu'ils ont atterri en Allemagne avec à peine un petit billet à la main et 2 valises peut-être, si c'est ça. En fait. Les diplômes ne pouvaient pas être rapatriés dans un autre pays
Parfois, on traficotait un peu des photocopies, notamment de diplômes d'études, pour se faire reconnaître des études et des métiers. Mais de manière générale, les administrations allemandes n'ont pas vraiment reconnu notamment les diplômes des Allemands russes, ce qui a fait que, aussi professionnellement, les gens devaient repartir de zéro. Je crois que mes grands-parents se sentaient quand même un peu confus peut-être, quelque part, parce que il y avait s'ils avaient un certain renommée dans leur métier, que c'était entre autres ingénieurs, comptables, estimés, tout ça en Union soviétique, en Allemagne ils étaient obligés de soit faire des travaux précaires, soit recommencer des études éventuellement, mais bon, dans le cas de mes grands-parents, ils étaient trop âgés. Mais c'était pas facile pour eux, je crois, de partir de zéro. Je crois que, quelque part, c'était quand même le retour dans une patrie pour eux, même si sans doute cette question de patrie restait très floue, parce qu'en effet, ils connaissaient même pas la langue, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, ma grand-mère qui est encore en vie, Rosa, elle parle toujours son vieux dialecte, et même les Allemands la comprennent à peine. Ils voulaient, je pense, faire partie des vrais bons Allemands, mais quelque part, c'était tellement visible que ils en sont pas, que quelque part, c'est quand même des gens d'ailleurs. Et c'est quelque chose aussi d'assez intéressant à constater, parce que à l'époque, au Kazakhstan, c'était les Allemands, les fascistes, et que là, une fois retournés dans leur pays d'origine, de leurs ancêtres, c'était les Russes, les Soviétiques, les gens de l'Est. Mais je pense le plus important quand même, c'était que ils étaient libres, en fait, ils étaient en liberté, et notamment liberté de construire pour les générations d'après, ce qui avant n'était jamais possible, en fait. Ils étaient toujours contraints, envoyés, déportés, forcés à un futur qui n'était pas forcément le leur, alors que là, pour la première fois, ils étaient libres de commencer une vie comme ils l'entendaient, étant dignes. J'ai connu mes grands-parents. Mon grand-père est décédé quand j'avais environ 11 ans, et ma grand-mère, elle est toujours vivante. Mon grand-père, je m'en souviens comme quelqu'un de très cultivé. Il adorait la musique classique, les lectures. Les deux aussi étaient très intéressés par l'histoire, la géographie, donc des gens très intelligents en fait. Et il adorait jouer aux échecs. Donc parfois quand on allait chez eux, à l'époque petit, ils nous emmenaient dans un parc où on pouvait jouer les échecs avec des figurines énormes, donc en taille de nous-mêmes gamins. Avec ma grand-mère, on jouait, on faisait le jardin. Un peu, elle nous racontait des histoires quand même aussi du Kazakhstan. Et elle voulait notamment toujours qu'on se marie avec un Allemand, un vrai bon Allemand, blond aux yeux bleus, qui est catholique dans le meilleur des cas. On rigole surtout beaucoup de sa façon de parler, parce que c'est quelque chose de très joyeux et de très drôle. Je suis dans la famille une des personnes qui limite dans le dialecte qu'elle parle. Ce qui m'ont transmis, c'est beaucoup de choses différentes. Donc d'un côté, un peu un trait nomade dans l'âme, je crois. Je crois que leur histoire s'étend dans ma propre existence. Quelque part, en fait, moi-même, je voyage de pays en pays, de culture en culture, de langue en langue. Je parle 7 langues. L'allemand comme langue maternelle,
le russe comme langue de maison, même si du coup avec ce souhait de bien s'intégrer, mes parents ont mis ça un peu de côté et nous ont pas tout à fait élevés avec le russe comme langue principale. Ensuite, à l'école, j'ai appris aussi l'anglais, français, espagnol et plus tard aussi l'italien et le portugais. Je pense que aussi un peu cette question de absence de sentiment en fait d'appartenir à une culture précise. Je crois que ça c'est un peu aussi le résultat de cette histoire. Alors que peut-être justement en contraste par rapport à mes grands-parents, c'est ce que eux ils revendiquent depuis toute leur vie. Donc pour eux, le fait d'être allemand, c'est quelque chose de très important. Ce que moi, plus petite, je n'ai pas tellement compris, mais en ayant creusé leur histoire, je comprends beaucoup plus parce que c'est à cause de leur appartenance allemande qu'ils ont enduré autant, qu'ils ont souffert beaucoup. Donc pour eux, quelque part, j'ai l'impression qu'ils étaient arrivés en venant en Allemagne, alors que pour moi, c'était plutôt un nouveau départ vers quelque chose encore d'autre. Je sens aussi quand même cette origine de l'Est et que j'ai aussi essayé de creuser ou de comprendre en fait en faisant plusieurs séjours aussi en Russie. On peut creuser ces origines pour moi du coup de l'Est. Mes grands-parents parlaient un peu de leur histoire, pas énormément en fait. Il y avait quand même beaucoup de pudeur par rapport à ça, notamment leur propre histoire, donc vraiment les conditions, comment ils se sont rencontrés, des choses comme ça, donc un peu plus, on peut dire, intime. Ils en parlaient très peu. C'est quelque chose dont on parlait dans les grandes lignes, mais pas forcément les détails. Ça fait 10 ans que j'habite en France et je fais une demande de naturalisation française il y a plus de 2 ans qui a été approuvée récemment. Et quelque part ma grand-mère, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas forcément ça. De manière générale, elle ne comprend pas le fait que je n'habite pas en Allemagne parce que j'ai l'impression que pour elle c'était vraiment l'aboutissement de tant d'efforts et il n'y a pas de raison en fait de vivre ailleurs qu'en Allemagne où la vie est bien et où il y a vraiment des opportunités. Donc j'ai l'impression que elle est contente pour moi que je suis là, mais quelque part il y a une grande incompréhension par rapport à ça. Pourquoi la France en fait, si on peut être en Allemagne et surtout grâce à tous les efforts que elle, mes parents et tous leurs ancêtres ont mis là-dedans. Donc ça c'est drôle, mais pour moi, je me sens pas à la maison vraiment en Allemagne. Je sens que ça fait partie de mes origines, mais quelque part, si je résume vraiment bien, mes origines, je dirais que la France, c'est là où mon cœur appartient. Peut-être la Russie ou l'Est, c'est là où mon âme se trouve, dans quelque chose de profond, et l'Allemagne, c'est le pays de ma raison, en fait, de ma rationalité. Donc ça fait partie de moi-même aujourd'hui, mais ça ne suffit pas pour répondre à une envie de vie maintenant quotidienne et où vraiment je m'installe avec tout mon cœur. Là, c'est pour moi même plutôt la France. Par rapport aux Allemands russes, et nous sommes nombreux en Allemagne, le chiffre n'est pas très exact, mais on doit être jusqu'à peut-être même plusieurs millions. Je crois qu'il y a quand même plusieurs traits qui sont communs. Donc parmi la génération de mes grands-parents, c'est quelque chose de c'est cette souffrance en fait qui traîne depuis des générations, qui se fait sentir. Donc à chaque fois quand je croise quelqu'un de cette génération-là, je ressens cette histoire pleine de douleur et en fait et de souffrance et tout ce qu'ils ont enduré. C'est quelque chose d'assez profond, alors que
un grand contraste, j'ai l'impression que dans ma génération, plutôt à moi et même plus tard, c'est plutôt une absence de vraie appartenance, d'identité, parce que c'est ni des Allemands, ni des vrais Russes, voilà. Et aussi, notamment, un grand réflexe d'intégration. C'était un peu comme si ce qui comptait, c'est de de se noyer dans la masse. J'ai un peu l'impression que parmi les Allemands russes, il y a un peu une ignorance de l'histoire et peut-être aussi un peu une absence d'intérêt de creuser cela et de chercher sa propre identité là-dedans. Oui, il m'arrive de croiser des gens qui ont une histoire très similaire à la mienne. Et je pense que vraiment j'ai comme une antenne en fait qui me l'indique depuis quelques mètres. Si c'est quelqu'un des nôtres, si on peut dire ça. Et après, au plus tard, en entendant parler les gens, c'est la voix, souvent aussi un petit accent, évidemment, mais même c'est quelque chose qui se ressent, je sais pas, comme une intuition. J'ai l'impression de savoir si c'est un de nos pères. Merci à Suzy de ce témoignage et d'avoir retrouvé les traces de Paul et Rosa. Si cet épisode vous a plu, interpellé, questionné, vous pouvez nous contacter sur Twitter ou par mail à l'adresse podcastpasserrecomposé@gmail.com. Et si vous souhaitez soutenir ces podcasts, retrouvez la page de Passer Recomposé sur le site Arezzo. Merci de votre écoute et à bientôt.